Dis donc, Michel, le coffre du trésor, où est-ce qu'on l'a mis? J'en sais rien. Qu'en est-il de la relique de Sainte-Rolande? On est au courant pour la pierre philosophale. Vous connaissez Marcus. Un jour, il s'est perdu dans son propre musée. La tombe sans nom près de celle de Stentor. Enduril, la flamme de l'Ouest, forgée avec les fragments de Marsil. Un fabuleux trésor dépassant des rêves les plus beaux. Si Joseph d'Arimathie a pas été trop con, vous pouvez être sûr que le Graal, c'est un bocal à anchois. Bonjour à tous, que reste-t-il après un GN? Des souvenirs plus ou moins forts, de belles photos en costume. En tant que joueur et joueuse, il nous reste le plus souvent des anecdotes à raconter autour d'un verre, ou d'une tasse d'ailleurs. Mais en tant qu'orga, est-ce que c'est aussi simple? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec mon invité, Alexandre dit Bonjour à tous. le fautif, alias le serial killer Damien. Non, ça c'est pas vrai, ça c'est pas une réputation que tu as de serial killer. J'espère. En tout cas dans la vraie vie. En GN c'est autre chose. On va ensemble déterrer l'une de ses reliques, à lui, surtout à son équipe, qui est le Bourg-Puissance, un intermithodia. Il va nous raconter tout ça. Donc, présentation de Kimar. Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation à ce podcast. Je suis très content. C'est moi qui te remercie. Je suis très content que tu aies pensé à moi pour ces reliques. Donc moi, je m'appelle Alexandre, je suis orga et fondateur de l'association La Guilde des Maraudeurs, qui est une association de jeux de rôle grandeur nature basée sur Amiens, qui existe déjà depuis 2007, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ça ne rajeunit pas, ça. Non, ça ne nous rajeunit pas. Et donc, on fait de la murder party, on fait de la soirée enquête, on fait du GN. Le plus gros GN qu'on ait fait, on était à peu près à 80 joueurs. On reste sur des petits formats. Et aujourd'hui, donc, on va déterrer ensemble une relique pas si poussiéreuse, qui est pas si vieille, qui date de 2022, un GN qu'on a organisé en 2022, qui s'appelle Bourg-Puissance, qui est un GN qui s'organise dans le... Comment dire ? Dans le... Entre deux mythodias. Ah oui, voilà, entre une campagne de mythodéa. Donc, Bourg-Puissance, Intermythodia, un petit jeu, petit format entre deux parties de mythodia. Donc, grande partie de mythodia, c'est un grand jeu en Allemagne. Avec, toi, tu es orga. Alors avec d'autres orgas. Moi, je suis orga avec mon équipe d'orga. Donc, Simon, Adrien, Julien, Florence, Sarah, Aurélien, Pierrick, encore un autre Simon. Voilà, on est quand même assez nombreux sur tout ça. Plein d'orgas, 4 PNJ, c'est ça? Plein d'orgas, 4 PNJ seulement. Mais les meilleurs. Les meilleurs. Bon, c'est pas moi. La Dream Team des PNJ, ils étaient incroyables, c'est vrai. Comme à chaque fois d'ailleurs, on a toujours eu des PNJ incroyables sur tous nos jeux. Je les remercie encore infiniment. C'est grâce à eux que tout ça tourne. Et puis 30 joueurs exactement, 30 joueurs qui vont jouer dans un village. C'est un GN village en fait. Un GN village où donc on joue dans le village de Bourg-Puissance, qui a ses propres histoires. Et il va se passer évidemment pas mal de choses. Et on est sur un petit format, c'est-à-dire qu'on commence à jouer le matin. Et puis le soir, à la tombée de la nuit, c'est fini. C'est un format un peu soirée enquête, dans le sens où voilà, on va pas dormir sur place, on va pas jouer pendant 3 jours d'affilée, et puis il n'y a pas beaucoup de joueurs. Malgré ça, on va vivre des émotions intenses, et puis on va résoudre plein de choses durant cette journée. Alors, la préparation de ce jeu, comment l'idée vous est venue? À quel moment Alors, en 2019, avec mon groupe d'organisateurs et d'amis, on participe pour la première fois au plus gros GN du monde, qui s'appelle Conquest of Mythodea, qui a lieu tous les ans au mois d'août en Allemagne. Le plus gros GN du monde parce qu'il réunit plus de 10 000 participants, joueurs, PNJ et orgas tout confondus. Ouais. Un GN dans un univers médiéval fantastique, somme toute assez classique. C'est une grosse machine. Une grosse machinerie, ouais, c'est le Disneyland du GN. Ouais. En tout cas, si vous n'avez jamais testé ce genre de GN, donc c'est un mass LARP, puisque c'est un GN à 10 000 personnes, je vous le conseille, pas mal. Parce que c'est déjà quelque chose qui n'existe pas ailleurs, une expérience tout à fait unique. J'ai pas de conflit d'intérêt avec eux, y a pas de, je suis pas là pour vendre des places, mais en tout cas c'est un... Mais ils ont pas besoin. Non, c'est compliqué quand même depuis le Covid, etc. Ça a quand même du mal à se relancer. Ils ont changé les règles.
ils ont changé les règles, ils ont changé d'univers, ils ont changé de boîte d'organisation aussi, ils ont complètement changé d'entreprise, changé d'organisateur, enfin bref, ils ont beaucoup de choses qui sont en mouvement en ce moment. Quoi qu'il en soit, c'est un GN qui m'a marqué parce que bon, comme je vous ai dit, c'est le plus gros GN du monde, un GN où les organisateurs ne vous écrivent pas de background de personnages, vous devez vous débrouiller pour tout ça. Ils vous fournissent simplement un site, un scénario, des PNJ par milliers, des quêtes par milliers, et puis un cadre safe et inclusif afin que tout le monde puisse y trouver son jeu. Et des arbitres par milliers. Et des arbitres par milliers. La spécificité un peu de Mythodia, c'est qu'il y a des arbitres partout. Oui, il y a des arbitres partout, effectivement. Je vous dis, les batailles sont extrêmement impressionnantes, peuvent sembler extrêmement brutales, et pourtant sont extrêmement cadrées, codifiées, et si quelqu'un se blesse ou porte un mauvais coup, instantanément, c'est plusieurs milliers de personnes qui s'arrêtent de jouer pour laisser place à la sécurité. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Quand on dit la rigueur allemande, c'est pas qu'un mythe. C'est pas une légende. C'est pas une légende, hein. Ils sont vraiment très organisé, et puis là-bas ils partent du principe que s'il y a une personne dans un groupe qui fout le bordel ou qui ne respecte pas les règles, et ben c'est tout le groupe qui dégage. Ce qui permet à ce que chaque groupe autogère ses propres joueurs à l'intérieur de son groupe, et qui finalement il n'y a pas de débordement, ça se passe excessivement bien. Donc là, votre jeu, c'était calqué sur, vu que c'est un inter-Mythodia, calqué sur l'univers et les règles de Mythodia. Alors voilà, on a donc travaillé dans ce sens-là. On revenait de ce jeu médiéval fantastique dans un univers incroyable, avec des règles qui fonctionnent, avec tout ce qui marche, très attrayant pour nous. On s'est dit, on aimerait réorganiser quelque chose de médiéval fantastique, on va s'inspirer de cet univers, on va prendre leurs règles du jeu, et on va faire une continuité, ce que font beaucoup d'associations sur des masses larges. Ça se fait avec Candoria, ça se fait avec Légendes d'Hyperborée. Ils font des ce qu'on appelle des inters, donc des scénarios entre les gros événements, ce qu'on appelle les foires d'été, à Candoria par exemple, qui réunit peu de participants, qui traite que de une faction, et qui permet de faire un scénario pour développer le background de son personnage, le background de son groupe. Comme ce sont des choses qui ne sont pas écrites par les orgas, on a besoin de le développer tous ensemble, ce qui évite aussi qu'il y ait un organisateur qui écrive les rôles de toute sa faction, et qui finalement se retrouve à écrire un GN dans le GN. Donc nous on est parti de ce principe-là, on voulait faire un inter pour notre groupe qui s'appelle Bourg-Puissance, c'est le petit village de lequel notre groupe de joueurs vient. Et pour faire ce jeu, on a choisi de le faire à une période un petit peu cruciale, c'est-à-dire en 2019, donc on a joué nous à Conquest of Mythodia. En 2020, on était confinés avec l'épidémie de Covid. Et oui. Et ça a fait beaucoup de mal à notre activité, qui est quand même une activité sociale, de plein air et d'intérieur, hein, qui ne permettait pas des réunions. Le masque, ça nuit au costume quand même. Hein. Oui, le masque, ça marche pas bien avec les costumes médiévaux fantastiques. Ça faut post-apo. Oui, en post-apo, c'est vrai que ça fonctionne. Les masques à gaz en post-apo. Aussi, oui. Donc il est vrai que on avait un grand besoin de jouer, parce qu'en 2020 on n'a pas pu jouer, en 2021 c'était encore un petit peu trop tôt, on n'a pas pu jouer non plus, il y avait des histoires de passe sanitaire, etc. Et donc en 2022, au mois de mars, on annonce l'ouverture de nos inscriptions pour un jeu qui se joue 3-4 mois plus tard. Et c'est la première fois qu'on fait ça. D'habitude, on ouvre nos inscriptions 6-8 mois à l'avance, et là, 3 mois avant, on annonce un jeu à peu de joueurs, certes, mais on se dit, est-ce qu'on va réussir à remplir un jeu comme ça ? C'est ce qu'on appelle la méthode couteau sous la gorge. Alors, il se trouve que à l'époque, le GN avait du mal à repartir. Alors, on dit à l'époque, comme si ça faisait des dizaines d'années, ça fait que 3 ans. Mais ça nous paraît finalement si loin quand on se dit qu'à la même époque, il y a 5 ans, on était confinés, ça nous paraît une éternité, alors que finalement c'était dans une temporalité assez courte. Et donc cette relique a lieu il y a 3 ans seulement, mais ça nous paraît déjà lointain, parce que c'est une période qui a été propice à l'avancée, la stagnation. Voilà. Donc on a un peu stagné, on a l'impression que le temps s'est un peu arrêté avec ces différents confinements. Et donc nous, on propose ce jeu 3 mois avant, en disant voilà, on ouvre au mois de mars, on joue au mois de juin. Et on trouve tout de suite nos joueurs qui sont avides de jouer, parce que ça fait 3 mois qu'ils ont rien à se mettre sous la dent. Beaucoup d'envie, Beaucoup d'envie, et puis on est une association qui n'avons jamais eu trop de mal à remplir nos GN, parce qu'on fait des petits formats. On a un pool de joueurs d'environ 200-300 joueurs, quelque chose comme ça, qu'on a fait jouer depuis... une bonne réputation. Merci, c'est gentil. Non mais il n'y a pas de casserole.
C'est vrai, Ça peut arriver malheureusement. Ça peut arriver. Pour le moment, on n'a pas de casserole. Et on a un pool de joueurs d'environ 200 ou 300 personnes qui sont déjà venues jouer chez nous et qui se tiennent informés via la page Facebook de l'association, qui est notre seul et unique média d'information sur les activités de l'association. La Guilde des Maraudeurs, abonnez-vous. Alors c'est basé sur Amiens. C'est basé sur Amiens, tout à fait, mais on ne joue pas que sur Amiens, bien sûr. Oh, c'est Nord, Picardie. Pardon, les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, voilà, on joue un peu partout dans les Hauts-de-France, exactement. Voilà. Et donc, ce GN, on le joue au prieuré de Maurecourt, qui est une abbaye en ruine du 13e ou 12e siècle, je ne sais plus exactement. Je ne saurais pas dire. Ça fait pourtant plusieurs jeux que j'organise là-bas, et je sais toujours pas bien l'histoire là-bas, et pourtant j'en ai entendu des... C'est un chouette petit site. C'est un chouette petit site qui a une histoire extrêmement chargée, avec beaucoup d'anecdotes. Le chargé de conservation, Monsieur Siro, n'est jamais avare d'anecdotes et de choses incroyables qui se sont passées là-bas. Il y a eu des choses avec la reine d'Espagne, il y a eu plein de choses. Il aime son site, hein, ça, il n'y a pas de doute. Ah oui, j'espère peut-être même un peu trop, mais bon, on va pas rentrer dans... En tout cas, s'il entend ce podcast, je le salue. Moi aussi. Bien, avec beaucoup d'amitié, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et donc qui est très attaché à son site. N'hésitez pas à le contacter si vous avez envie de louer ce site qui est incroyable, à Miorga. C'est vraiment un site incroyable, dans lequel on a justement un petit site pour faire un petit format qui nous donnait les moyens d'organiser quelque chose de... 30 joueurs, c'est 30 joueurs. C'est un site pour 30 joueurs. C'est un site pour 30 joueurs, voilà. Maximum qu'on a fait jouer là-bas, c'était 50 joueurs. Et sans se marcher dessus, parce que le site est quand même vaste. Parce qu'il faut quand même dire, après, le propriétaire, il a peur pour ses fleurs, ses plantations. Oui, c'est un site historique où il y a beaucoup de pierres, il y a beaucoup de plantes. Il aime beaucoup son terrain. Il est vraiment magnifique quand il fait beau, c'est un plaisir de s'y balader. Et c'est vrai que pour ne rien dégrader, c'est mieux de ne pas être trop entassé. Donc, des moyens, des méthodes, des financiers. Alors, financier, ce qu'on appelle la PAF, la participation aux frais. Oui, tout simplement. C'est-à-dire qu'on budgétise... Pas de braquage. Non, on budgétise combien on a besoin. Et nous, chez la Guilde des Maraudeurs, on n'a pas de fonds de roulement. En fait, tout l'argent payé par les joueurs et les PNJ est immédiatement investi dans le GN. C'est-à-dire qu'on budgétise à l'avance combien on a besoin d'argent. Et on divise ce budget par le nombre de participants. Et ça nous fait une participation aux frais, et chaque centime est dépensé intégralement dans le jeu. On y met souvent même un peu notre poche parce que on budgétise assez mal, et du coup on oublie qu'il faut mettre des piles dans les lampes, on oublie qu'il faut peut-être des couverts pour pas que les gens mangent avec leurs mains, des petites choses comme ça. Et de ce fait, des fois il manque un bout de scotch, il manque un bout de ficelle, et donc on va racheter sur nos propres deniers, mais c'est pas grave, on a besoin de ça pour faire fonctionner le jeu, on a envie que le jeu fonctionne. Et donc voilà comment on finance notre jeu. Pour cela, on a la location du site, qui a un prix fixe, on a l'assurance de la FEDGN qui a un prix fixe, on a les traiteurs et les différents partenaires qui vont nous fournir l'alimentation et les boissons, qu'on se renseigne à l'avance, on fait des devis, et comme ça on a. Et puis après on a, en épluchant les sites, un ordre d'idée des costumes dont on va avoir besoin en fonction du scénario, du matériel pour les PNJ, et puis on a dans l'association la chance d'avoir un petit stock, parce que ça fait un moment qu'on organise. Ouais, vous avez du matériel, ça fait 10 ans que vous organisez. Voilà, on a un petit peu de matériel, on n'a pas grand chose, mais on a quelques bricoles qui nous permettent d'être réutilisées. Vous n'avez pas dû crafter un monstre de 12 mètres de haut en 4 mois? Non, on n'a pas fait ça, c'était un petit GN avec des petits moyens, mais fidèle à notre ADN, à ce qu'on fait depuis déjà plusieurs années. Ok, et dans la conception du jeu, vous vous dites ça va être un GN un peu tranche de vie où les joueurs vont pouvoir un peu stuffer le monde. Donc vous êtes Bourg-Puissance. Oui. Donc il y a quand même un concept qui est vraiment sympa. D'ailleurs, vous faites remarquer pas mal à Mythodia avec votre concept. Oui, alors notre concept, c'est qu'on joue des gens qui viennent d'un village et qui sont volontaires pour aller faire la guerre contre les morts-vivants dans des contrées plus lointaines de leur village. Ce qu'on appelle on joue des paysans de guerre, c'est-à-dire qu'on joue le petit peuple, des gens simples, des gens peu fortunés, des gens peu intelligents,
des gens qui n'ont pas de prétention à devenir seigneurs ou pas prétention à sauver le monde, mais qui ont pour doctrine de ne pas attendre qu'on les envahisse et d'aller justement faire la guerre sur les champs de bataille pour détruire l'ennemi avant que l'ennemi n'arrive au village. Voilà, tout simplement. Donc on s'équipe avec quelques armures, quelques armes, et on va justement guerroyer au milieu des vrais chevaliers, des vrais soldats, en apportant justement une... Paysans de guerre, c'est tellement à la fois simple et génial. Oui, mais en fait, et puis en fait, finalement, quand on va à Mythodée, on se rend compte qu'on n'est pas les seuls à avoir ce concept, hein, parce que sur 10 000 joueurs, on croise d'autres gens paysans de guerre. On croise d'autres paysans qui se battent, eux, pour le coup, beaucoup plus la paysannerie, avec des fourches, des brouettes. Parce que vous lancez des truites, vous lancez des sauts. Ah oui, nous, on a des armes un peu exotiques pour se distinguer, des jambons. Comment ? Vous avez une vache de guerre. On a une vache de guerre qui nous sert de bélier pour enfoncer des portes. Évidemment. Bien évidemment. On a le poissonnier du village qui lance des truites de lancer. On a tout ce qu'il faut pour le lore du Et il y a le fameux homme de paille. Et on a une religion de la campagne basée sur un épouvantail qu'on appelle l'homme de paille, qui est la religion du village, et pour lequel il nous prête des pouvoirs magiques ou des pouvoirs de prêtrise ou des choses un petit peu surnaturelles qui fait qu'on s'en sort plutôt pas trop mal au combat. C'est vraiment sympa. Enfin, moi j'adore, en tout cas. Moi j'adhère. Oui, on convertit pas mal de gens chaque année. On va là-bas, il y a beaucoup de francophones qui adhèrent au projet parce que c'est vrai que c'est sympa. Ouais. Alors dans la préparation, je voudrais ajouter la façon dont on a créé un petit peu le scénario et compagnie. Oui. C'est-à-dire que moi, dans la préparation, moi je suis organisateur de GN, et dans les choses que je déteste faire, enfin dans les tâches que j'aime le moins, c'est écrire les backgrounds de personnages. D'accord. Voilà. Je pensais que t'aimais bien. Moi. Et ouais, moi ce que je préfère, moi, c'est écrire les scénarios et crafter les objets de jeu. Voilà, et préparer des objets de jeu, des lettres, des contrats, des choses comme ça. Écrire des backgrounds de personnages, j'ai horreur de ça. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait faire le concept de mass LARP, dans le sens où, ok, on est 30 joueurs, mais on va pas écrire les BG pour les personnages, c'est les joueurs qui vont écrire leur propre BG, et nous on va cadrer tout ça en leur proposant justement l'univers, et en leur proposant un BG un petit peu de groupe. Voilà, on a divisé les joueurs en 4 familles, comme c'est un gène de village. On a 4 familles majeures dans le village, et chaque joueur appartient à une famille. Nous, on écrit les BG de famille, donc on a écrit du coup 4 BG, quand même assez conséquent, hein, une quinzaine de pages, avec tout le lore du village, etc. avec. Et à l'intérieur de ce lore et à l'intérieur de cette famille, le joueur est libre d'interpréter le personnage de son choix. Ça n'aura pas d'incidence sur le déroulement du scénario. Voilà, c'est vraiment un concept de mass LARP, mais pour 30 personnes. J'aime bien définir ce jeu comme on a écrit un mass LARP pour 30 personnes. Voilà. En même temps, c'est un inter-mytho, donc... c'est un inter-mass LARP. Qui est un inter-mass LARP. Voilà. Après, ceci dit, alors moi j'ai été joueur, personnellement, sur ce jeu. Je me rappelle pas avoir... alors peut-être le concept de mon personnage, mais vu que moi, en gros, mon personnage, il a fait une enquête. Donc j'ai fait une enquête pendant toute la journée. Ça, c'est vous qui avez quand même... on crée son personnage, mais derrière, vous apportez quand même le jeu au personnage. Oui, parce que on avait demandé aux joueurs de nous envoyer leur background de personnage écrit, afin qu'on puisse le lire, y mettre du contenu supplémentaire, pouvoir valider aussi, et puis s'assurer, dans un objectif d'avoir un gène safe, que le personnage qui est créé, ça ne soit pas un violeur de femmes dans tous les sens, ou un meurtrier, ou quelque chose qui n'a rien à faire dans notre politique d'association, qui se veut que nos gènes soient sécuritaires pour tout le monde. On n'a pas envie d'avoir un joueur qui crée un personnage qui n'est pas dans notre... Qui n'est pas de bon goût. Voilà, qui n'est pas de bon goût, exactement. Donc on voulait quand même avoir un droit de regard sur ce que le joueur veut proposer, histoire de s'assurer, mais on n'avait pas de doute, hein, on sait un peu les gens qui viennent jouer chez nous, et eux savent comment ça se passe chez nous. Quand même, hein. Voilà, les gens viennent en terrain inconnu. On avait quand même des gens pour qui c'était la première fois qui venaient jouer chez nous. Alors on n'avait personne dont c'était le premier GN, mais on avait des gens qui c'était leur premier guilde des maraudeurs. D'accord. Donc des gens qui ne nous connaissaient pas ou peu, et nous on ne les connaissait pas non plus, donc on voulait quand même s'assurer que ce qu'ils proposaient était correct. Donc effectivement, les gens nous proposaient des choses et nous on réagissait par rapport à ça, et ça on est très fort sur ça. On a quand même écrit, alors on n'a pas écrit les backgrounds de personnages, mais on a écrit plus de 100 quêtes.
Ouais, voilà. L'écriture, c'est pas fait Voilà. sur le personnage, mais c'est fait sur le jeu tout Exactement, autour des on a personnages. écrit 100 quêtes, environ 100 quêtes avec tous mes orgas, on a écrit 15 quêtes chacun et on était 6 ou 7. Et on a écrit un scénario, bien sûr. Alors un scénario Un assez... fil rouge, on va dire. Voilà, fil rouge, assez court. Justement, un petit peu comme on fait un excellent gène pour lequel j'ai été joueur et que j'ai eu la chance de participer, pour les citer, le gène Econa, où tu Oui, étais joueur très aussi. bien, très Voilà. C'est exactement le même concept de jeu. Je me demandais même s'ils n'ont pas un peu copié sur nous. Non, c'est pas vrai. C'était une réédition d'un gène d'il y a plus de 10 ans. Ils ont fait un Est-ce gène... qu'ils soupçonnent votre existence? Non, ils ne nous connaissent absolument pas. Donc c'est une association en Loire-Atlantique ou en Normandie, je ne sais pas bien. Plutôt de Loire-Atlantique, il me semble. Loire-Atlantique, ouais, ils sont du côté de Nantes. Très très bonne association, allez-y les yeux fermés, je vous les conseille. Oui. Qui ont fait du coup un gène village aussi, ou pour lequel ils avaient un scénario global, fil rouge, qui était très simple, qui devait tenir sur une feuille A4, je suppose, et qui nous a occupé tout le week-end. Et c'était très bien puisque nous avions des backgrounds très développés qui nous permettaient de jouer nos personnages et de faire nos liens et nos interactions entre nous sans avoir besoin d'une aide extérieure, d'un orga, d'un PNJ, etc. Ils avaient exactement le même concept que nous, c'est-à-dire j'ai une village avec peu de scénario, peu de PNJ et la place au joueur, le joueur avant tout. Et ils ont réagi au fur et à mesure des propositions des joueurs à fabriquer des scènes, fabriquer des PNJ, fabriquer des choses. C'était incroyable. Et ça a excessivement bien marché pour eux. Et ça a excessivement bien marché pour nous également. C'est à croire que ce format de GN est incroyable. Et ben, j'espère qu'on déterra un jour leur dernier jeu qu'on a eu la chance de faire ensemble. Oui, tout à fait. Donc vous avez un peu aussi... vous, c'est un peu le même modèle. Donc, C'est un fil rouge. Complètement le même modèle. Hein. Un jeu qui vient Et d'ailleurs, sauter à la gorge du personnage. Voilà. Et d'ailleurs, toutes les assos que je connais qui ont fait ce genre de gène village avec des intrigues entre les gens et un petit fil rouge petit. Un huis clos, quoi. Voilà, un huis clos. Un grand huis clos. Un grand huis clos avec un petit scénario fil rouge qui ne vient pas prendre trop de place. À chaque fois, sont des gènes qui ont été des réussites. La difficulté, c'est d'attacher beaucoup de joueurs sur un fil rouge. Tout à fait. C'est la difficulté. Mais quand vous faites tous partie du même monde, c'est-à-dire en fait tous partie du même village, Ouais. vous avez tous les mêmes centres d'intérêt, tous les mêmes besoins, et donc vous pouvez être facilement concerné par ce qui arrive à votre village. C'est un peu le secret, c'est de faire un gène où les gens viennent du même endroit, sont une communauté, alors c'est pas obligé d'être des gens d'un village, mais une communauté, et ils seront du coup tous affectés par quelque chose d'extérieur qui pourrait survenir. Ouais, généralement, ils subissent quelque chose, ils n'ont pas trop le choix de ne pas jouer. Tout à fait. Ouais. Un gène Warmer de l'association Aquilon aussi avait fait un petit peu le même principe. Ouais. Je me souviens, moi je jouais le conseiller du maire. Et il y avait le maire, il y avait les gens du village, les commerçants, etc. Et c'est pareil, il y avait une menace extérieure à gérer, tout le village avait un secret à cacher auprès des gens extérieurs. Et ce genre de gène, voilà, il roule tout seul en fait. Ça fonctionne. Il roule tout seul. Et du coup, le jour J, alors, le jour du jeu. Comment ça se passe? Alors le jour du jeu, nous les organisateurs, on est arrivés la veille sur le site pour installer la décoration, les tables, les chaises, les barnums, etc. Et on accueille les joueurs dès le vendredi soir pour ceux qui veulent, qui habitent loin, qui ont de la route, etc. Et de toute manière, on ne commence le jeu que le lendemain matin à 10h. Ouais. On est une association qui sommes réputés pour notre organisation et notre rigueur, et donc quand on dit on commence à 10h, on commence à 10h. Et ce n'est pas nous qui sommes en retard, c'est éventuellement les joueurs qui sont en retard. On n'a pas de retard sur ce coup-là, les gens venaient plutôt de la région de la Picardie. On avait faim, on était les PJ, ils avaient faim. Oui, tout le monde avait envie de jouer. Et donc après un rapide briefing, eh ben, on commence le jeu se passe excessivement bien. On va avoir aucune galère. Je suis désolé pour cette relique, mais j'ai pas beaucoup d'anecdotes à raconter sur ça, puisque tout s'est bien passé. On n'a pas eu de blessés, on n'a pas eu de problème avec la bouffe, on n'a pas eu de problème avec les événements extérieurs, on n'a même eu de problème avec le climat. Il faisait beau. Il a même pas plu. Il a même pas plu, parce que nous on est à l'habitude d'avoir soit des canicules, soit des averses, des orages. Il faisait ni chaud, ni froid. Oui, pour un mois de juin à Picardie, il faisait un temps impeccable. Donc, quand tout le monde avait envie de jouer, parce que voilà, il y a eu le Covid, tout ça, et tout le monde est aussi content de se retrouver, parce qu'on se connaissait presque tous. Oui, c'était un peu le GN des copains. C'était un peu le GN des copains, et en fait, ça a été extrêmement convivial. Oui, tout à fait.
Et ça a été dur de se foutre sur la gueule, hein, quand même. Parce que, C'est vrai. Et alors c'est quand même foutu sur la gueule. Mais... En plus, ce n'était même pas un gène à casting où on aurait pu dire allez, on fait jouer les copains. Nous, dans notre association, on est toujours parti du principe, qui est un vieux principe quand j'ai commencé à être joueur, qui était mis en place, c'était premier arrivé, premier servi. En gros, on balance en pâture un lien d'inscription, et puis le premier qui paye sa PAF, c'est le premier qui a une place à notre GN. Quand on ne fait pas de casting ça, y a sur pas des de rôles. méthode parfaite. Comment ? Non, il n'y a pas de méthode parfaite. Et on n'est pas là pour en discuter parce que c'est un sujet en soi. Hein, c'est un sujet en soi. Et on ne résoudra rien. Et en attendant, nous, comme on n'a pas écrit les rôles pour les gens, mais c'est les gens qui devaient écrire leur rôle, on n'avait pas de raison de les caster en disant toi tu iras jouer le chef du village, toi tu iras jouer l'apothicaire, toi tu iras jouer le docteur, etc. Puisqu'on ne savait pas ce que les gens allaient jouer, on a imposé à 4 personnes de faire les 4 chefs de famille. Ouais. Voilà. Ce n'étaient pas forcément les doyens du village, c'était pas non plus les chefs absolus, c'était simplement les chefs de famille, quoi, les gens qui avaient un peu de responsabilité sur leur. Mais c'était pas pyramidal, quoi. Non, puis c'était en plus de leur rôle. Oui, voilà, c'était le rôle du patriarche ou de la matriarche. Voilà. Mais c'était au volontariat. C'était... Oui. On avait dit, toi, ça te dérange pas d'être, en plus de ton rôle à toi que tu t'es écrit, d'être un peu le responsable de la famille. Et les gens étaient d'accord, il n'y a pas de souci. En plus, c'est un statut qui a même changé au cours du jeu, parce qu'il y a des gens qui se sont dit, finalement, moi je renonce à ma place, je veux plutôt mettre la petite jeune qui démarre là, ça a l'air de lui faire plaisir. Et donc, ça passait aussi un petit peu comme ça. Des histoires de famille, quoi. Des histoires de famille, tout à fait. Ok, donc un jeu qui s'est déroulé dans la bonne humeur. Dans la bonne humeur, et puis avec une scène d'anthologie à la fin. Alors, dans la bonne humeur, il y a quand même un enjeu. C'est-à-dire qu'il y a une menace. Oui, il y avait quand même une menace, il y avait quand même un enjeu. Il y a quand même des intrigues. Oui, il y a quand même des ennemis, il y a quand même des combats, un petit peu. C'était quoi ? C'était les zombies de glace ? Non, c'était la glace noire, qui est une faction d'antagonistes à Mythodea. Donc une vraie faction. Qui existait. Ouais, avant. Voilà, parce qu'entre deux, il y a eu des scénarios et maintenant cette faction est révolue. Voilà, qui foutait un petit peu le bordel ici, bien sûr. On avait envie en même temps on était tellement enthousiastes de ce gène qu'on avait vécu en Allemagne qu'on avait aussi envie de faire découvrir au travers du lore, des ennemis emblématiques, des tactiques, etc. Le gène en Allemagne, comment ça se passait ? On avait envie de donner un espèce d'échantillon, un espèce d'avant-goût de ce à quoi on pouvait s'attendre en Allemagne, à une toute petite échelle, bien sûr. On n'était que sur une toute petite partie, évidemment. On ne voulait pas reproduire ce qui se fait là-bas, parce que ça n'existe pas. Là-bas, vous êtes attaqué par 1500 morts-vivants en une seule fois. C'est complètement dingue. Oui, on particulier. On ne pouvait pas reproduire ça avec 4 PNJ, vous vous doutez bien. Mais on a voulu donner un exemple de comment se passent les combats avec le fair play, comment se passe la magie, comment se passent les potions, comment se passe la vie dans un village, le fait que les gens créent eux-mêmes leurs personnages, voilà, comment ça se passe les quêtes, comment ça se passe. Oui, parce qu'il n'y a pas de règles, là, le Mythodea. Enfin, plus maintenant. Mais il y avait des règles. Il y avait des règles, et il y avait un livret de règles d'ailleurs qui est assez touffu, il fait 50 pages. Oui, vous avez donné des règles en allemand, si je me rappelle. Alors, non, on les avait traduits. On les avait traduits parce que ces règles existent en allemand et en anglais, et on a des gentils organisateurs dans notre association qui sont bilingues. Qui sont bilingues et qui ont traduit les 50 pages de règles pour vous proposer les règles en français. Et ce sont donc les règles officielles de Mythodea à l'époque. Maintenant, les règles à Mythodea, mais bon, c'est un autre sujet de podcast, c'est vous pouvez faire ce que vous pouvez représenter. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de règles, il n'y a plus de points de vie, il n'y a plus de tout ça. Ça marche quand tu as des arbitres, des gens qui cadrent. Alors ça marche en sachant que pour ceux pour qui c'est difficile comme concept, leurs anciennes règles sont encore valides. D'accord, ok. Voilà. Si vous avez envie de savoir combien vous pouvez encaisser de touches en armure lourde, eh bien leurs anciennes règles sont encore valides. Malgré tout, il y a un nouveau système qui donne plus de liberté aux joueurs, et si vous pouvez représenter ce dont vous voulez, eh bien vous êtes en mesure de savoir le faire, tout simplement. Ok. Ce qui laisse plus de place aux joueurs, et ce qui laisse aussi la place de l'habit fait le moine. Et ça, c'est un peu le mauvais côté. C'est-à-dire que si vous voulez jouer un combattant qui sait bien se battre, c'est le revers de la médaille. Il faut savoir vraiment bien vous battre. Ouais. Si vous avez envie de lancer une boule de feu, eh ben, on vous regarde, allez-y. Lancez une balle... Une boule de feu. Voilà, lancez une balle orange et rouge qui symbolisera la boule de feu sur quelqu'un et touchez-le. Touchez-le avec votre balle. Vous devez vraiment lancer la balle. Voilà, des choses comme ça. Si vous voulez faire du vol à la tire, eh bien, allez-y. Arrachez la bourse de votre copain et courez. Sans qu'on vous rattrape.
Ok, bon, un style de jeu particulier, mais... Alors ça marche excessivement bien, ça ok. marche vraiment très très bien. De toute manière, ils s'en fichent de savoir si votre personnage compte ses points de vie ou pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que les combats soient jolis à regarder. Oui, que c'est ça très soit- théâtral. Hein. C'est très théâtral. Les gens jouent le combat, voilà, les gens et jouent le combat. la mort, et la blessure. Exactement. Si vous avez envie que votre personnage décède, eh bien, c'est votre choix. Voilà, ça ne sera pas imposé. Si vous avez envie que votre personnage survive, il survit. De toute manière, pour le scénario des organisateurs, ça ne change rien. Qu'il y ait 1000 personnages qui meurent ou qu'il y ait 0 personnage qui meurt, ça ne change rien pour leur scénario. Ils ne comptent pas sur vous pour faire avancer l'histoire. Tout se déroule selon le plan. Et voilà. D'accord. Pour revenir donc à l'Inter, donc c'est le même système. Oui. Donc une menace. Oui. Tout à fait. La glace noire. La glace noire qui menace de détruire le petit village de Bourg-Puissance en corrompant ses habitants avec cette matière Et là, il y a maudite. Panoramix qui prépare. Non, c'est pas ça. Qui prépare. Eh bien, presque. Ça fait un peu village gaulois à Bourg-Puissance, hein, tu as complètement raison. Et puis à la fin, on a une très belle scène qui se passe dans le noir, éclairée au flambeau, où on va faire une retrite au flambeau de tous Alors, les aventuriers. Ça, c'est qui le vont, final, mais voilà, le avant final. ce magnifique final, on Oui. verra sur ce on- très belle scène. On spoil pas tout de suite. Oui, parce que c'est la fin. C'est la fin. Juste avant, il y a quand même la menace, et moi, je me rappelle on l'a quand même échappé belle. Hein. Il y a un joueur ou une joueuse qui a fait quelque chose, fermer magicalement une porte, sinon il nous roulait dessus. Oui, tout à fait. Et tout le monde mourait. Moi, je te connais dans tes jeux. à la Quand fin- on meurt, on meurt. Hein. Oui, Quand oui. on perd, on perd. Oui, quand on perd, et quand on gagne, on gagne. Oui. En fait, nous, dans notre organisation, on aime bien favoriser les actions des joueurs. Et donc, si le joueur a une bonne idée, eh bien, on va lui valider son action et on va faire en sorte que ça puisse avoir lieu. Et donc là, on avait l'armée des morts-vivants commandée par ce capitaine de la glace noire qui était en train de déferler sur le village. Beaucoup de joueurs avaient été corrompus par cette glace noire et donc avaient rejoint les rangs des méchants. Ouais. Ce qui fait que le village se trouve un petit peu en sous-effectif en termes de guerriers. Et le combat était vraiment pas du tout à l'avantage des joueurs. Non. Et sur le papier, on était quand même censé, les PNJ et les orgas étaient quand même censés rouler un peu sur les joueurs jusqu'au moment où les joueurs se sont réfugiés dans le village et une joueuse a utilisé un sortilège de mur magique pour pouvoir mettre tout le monde à l'abri et empêcher justement les morts-vivants de rentrer dans le village. Et grâce à ça, elle a sauvé tout le monde. Ouais, parce que c'est le problème, c'est un gène qui s'est tellement bien passé de manière très agréable et conviviale que je pense que la menace n'a peut-être pas été prise Au sérieux. Oui. au sérieux, et du coup Et pourtant. Et quand ils sont arrivés devant le village et que Avec les effets de fumée, les lumières. bah, on s'est vu un peu démunis, et en fait on se regarde, plus les joueurs qui étaient déjà corrompus, il restait quoi? Pas les couteaux les plus aiguisés du village en plus. Il restait pas les combattants les plus Déjà aguerris, c'est vrai. déjà qu'on a des couverts un peu rouillés et pas très bien aiguisés. Oui, parce que c'est vrai que le concept c'est d'avoir un village de paysans, donc on n'est pas, C'est ça. sur des expandables. Hein. Donc la plupart des... Là, on pensait que c'était... voilà, ça allait être un peu la fin, et que ça allait pas finir sur un happy end. Et puis, bah, on a une joueuse qui a un éclair de génie et qui Voilà. nous sauve les miches. Une joueuse qui utilisait excessivement bien ses compétences et ses sortilèges pour sauver tout le village. Nous, on valide cette action parce qu'on trouve que c'est excessivement bien joué, que la proposition est plus qu'honnête, et donc ça lui permet de sauver le village des griffes des méchants, les méchants qui battent en retraite, et qui permet ensuite de faire cette belle scène de fin où on fait une retraite au flambeau avec tous les volontaires du village qui sont censés partir à la guerre, donc partir sur le continent de Mitraspera, donc à Conquest of Mythodea, pour justement porter la guerre loin du village, qui est un peu le concept du... Oui, parce groupe. que cet inter, c'était aussi l'occasion de recruter des... Tout à fait. Donc, fait. ça a été scénarisé, ça a été mis RP, et donc les recrues partaient un peu à la guerre. Donc, il y a ce côté, je quitte ma famille, flambeau à la main. Un petit peu comme à Econa, dis donc. De quoi? Un petit peu comme à Econa, à la fin du gène, où ils font la levée des troupes. Ah, en plus doux, en plus... Oui, alors, nous, parce c'était que Econa, du c'était quand même volontariat. assez violent. Nous, c'était du volontariat. C'était violent. Personne Vous, ne c'est s'est volontariat. égorgé à la fin. Non. C'était... Mais finalement, quand on y repense... C'était très beau. C'était à la fois beau, c'était... Il y a de magnifiques photos réalisées par Eiffel Photogénique, on le remercie on encore. vous invite à aller voir sur son site. Sur son Tipeee, exactement. Il y a des magnifiques photos. Et vous pourrez voir un peu aussi le site de Morocco, comment il est joli. C'est vrai. À chaque fois, il le met bien à l'honneur. Je le vends pas non plus, ce site, hein, mais il est joli. Incroyable. De manière pragmatique. Incroyable. Et en plus, juste à côté d'Amiens, alors pour nous, c'est très pratique. Factuellement.
C'est un beau site. Le reste, je vous laisse découvrir. Et après, alors, est-ce que vous êtes content quand une fois que le jeu se termine, que vous avez remballé, tout ça Alors nous, on savait pas à quoi s'attendre. On a écrit plus d'une centaine de quêtes. Au final, il y en a qu'une trentaine qui ont été vraiment jouées. Ah ouais. Mais ça, on s'y attendait. Oui. On voulait, oui, parce que c'était notre concept de mass LARP pour 30 joueurs. On voulait une profusion de choses à faire, en sachant très bien qu'on pourrait pas tout faire. Comme ça, le joueur avait le choix de faire ce qui l'intéressait le plus, et c'est le choix qu'on voulait donner parce qu'on voulait faire ce concept de mass LARP. Faut savoir que en 2019, mon groupe et moi, on participe donc à ce mass LARP Conquest of Mythodea. C'est notre tout premier mass LARP. On n'a jamais participé à Candoria, Légende d'Hyperborée, Conan, et toutes les choses qu'on trouve en France. C'est les mêmes. Bah, tu vois, je suis pas au courant. Les gens d'Hyperborée Conan, c'est les mêmes. Tu vois, je suis pas au courant. C'est bien pour te dire qu'on n'a jamais participé à tout ça. Pas parce qu'on n'a pas envie, hein, parce qu'au niveau des dates, à chaque fois, ça colle pas, etc. C'est souvent l'été, ouais. Ouais, c'est souvent l'été. Puis du coup, l'été, on est en vacances, on est en famille, etc. Et donc, c'est vraiment notre premier mass LARP. Ça nous a tellement marqué que toutes ces mécaniques, on a voulu les retrouver. Ouais. Voilà, dans cette abondance de choses à faire, dans toute cette proposition, en sachant très bien que tout ne sera pas fait. Donc physiquement c'était très intense parce que c'était une journée de 10h jusqu'à 23h qui était voilà, un marathon sprint, hein. Il faut faire beaucoup de choses en peu de temps et en même temps il faut tenir sur la durée. Mentalement on est bien. Voilà, on est très très bien. Vous êtes content ? On est super content les gens de sont nous. Contents. On est content parce que les joueurs sont contents. Voilà, c'est ça aussi. Hein. Nous, notre principale motivation, c'était que les joueurs soient contents. En plus, on a eu une météo parfaite. On n'a pas eu de blessés. Émotionnellement, on n'a pas eu besoin de gérer de sécurité émotionnelle ou de choses comme ça parce que ça a été très safe. Les gens se connaissaient pour la plupart. Oui. Les gens étaient très contents de jouer tous ensemble. Oui. On a eu... ça fait du bien à tout le monde. Hein. On n'a eu aucun retour négatif. Les gens étaient très contents de retrouver leur passion de faire du GN en extérieur dans un contexte post-confinement, post-pass sanitaire, post-restriction. Ouais. Donc voilà, on est tombé sur un créneau qui était propice à tout ça. Donc on est très content de l'avoir fait. Voilà. Est-ce qu'on le referait si c'était à refaire ? Bien évidemment. Voilà. Ouais. Bien évidemment, on le referait. On a actuellement moins de motivation chez notre équipe d'orga et pour refaire un format aussi gros. Donc on refera pas de format aussi gros. On continuera à faire des petits formats. Mais... Oui, parce que vous avez fait une suite après ce jeu. Voilà, on a fait une suite après ce jeu en 2023. De manière organisationnelle, c'était un peu plus compliqué, on va dire. C'était plus compliqué parce qu'on avait plus de contraintes au niveau du site, on avait des contraintes au niveau matériel, au niveau horaire. Enfin, il y avait plein de choses qui faisaient que c'était pas aussi facile que d'organiser au prieuré de Maurecourt. Ouais. Là, vous êtes dit, au niveau associatif. Voilà, au niveau associatif, on s'est dit c'était peut-être le gène de trop. Ok. Bien qu'on a beaucoup aimé le préparer tous ensemble, on a beaucoup aimé la façon dont il s'est déroulé, etc. Mais c'était beaucoup plus éprouvant physiquement et mentalement, et ça nous a mis quand même un coup en se disant voilà, en fait la quantité de fun par rapport à la quantité de travail investi n'était pas équitable. Le ratio n'était pas équitable. Il est rarement positif, ce ratio, hein. C'est vraiment faut être passionné, hein. Il faut vouloir remettre le pied à l'étrier, et là c'est le gène qui fait que le ratio n'était pas positif, donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on n'organiserait plus un gène d'aussi grosse ampleur. Voilà. D'accord. Donc des petits formats, des petits formats, voilà, pour 10-15 personnes, c'est déjà pas mal. Le temps d'une soirée de quelques heures. D'accord. Voilà. D'accord. Et que reste-t-il après tout ce temps ? Après tout ce temps, ce jeu. Après tout ce temps, il reste de très bons souvenirs et puis une dynamique qui nous a fait poursuivre nos inter-Mythodea, parce qu'il faut savoir que tous les ans, on fait un inter-Mythodea, là, un peu en secret, hein. C'est-à-dire que là, on a fait un inter-Mythodea à 30 personnes avec surtout nos copains pour leur faire découvrir un petit peu ce que c'était que notre groupe, notre proposition de jeu qu'on allait exporter au pays des germanophones. Et... tous les ans, on essaye de refaire un petit inter entre participants de Mythodea. Oui, mais c'est aussi pour la maintenance de l'équipement et caler le lore, en fait. Exactement. On redéfinit nos personnages, on redéfinit le lore du village, on redéfinit la religion, on redéfinit nos objectifs pour la campagne suivante, etc. C'est quand même scénarisé, on est en costume, on est RP.
hein. Ouais. Et on écrit ça à la façon d'une petite murder party, bien qu'il n'y ait pas forcément toujours un meurtrier ou un mort, hein, bien sûr. L'enjeu n'est pas là, mais voilà, on rejoue un petit peu nos personnages, ça nous permet aussi de revoir notre costume si tout est adapté, de revoir les bottes, hein, tout simplement. Ouais, tout simplement, de se remettre les bottes aux pieds et de tester tout ça, de tester les tentes aussi quand on a racheté de nouvelles tentes, voilà, de tester le matériel. Voilà ce qui reste de tout ça. Il nous reste une espèce de dynamique de se dire, entre ces gros événements à 10 000 personnes dont on contrôle pas grand chose, et ben on va faire des choses qu'on contrôle plus. Tous les ans, voilà, on se remet un petit inter pour se remettre dans le bain, réintégrer nos personnages, développer le lore du village et pouvoir avoir une vraie proposition, une vraie force de proposition de jeu à Mythodea. Parce que Mythodea, finalement, c'est plusieurs GN en un GN. Hein. C'est un petit, si on devait le résumer brièvement. Ouais. Parce que chacun vient apporter sa pierre à l'édifice. Et nous, notre pierre, on a envie qu'elle soit sérieuse. Et donc, on propose quelque chose de sérieux. Voilà. Ouais, c'est très participatif. Hein, oui, il faut être acteur de son investi, jeu. Hein, voilà, il faut être acteur de son jeu. Si vous attendez dans votre tente que le jeu vienne vous chercher, vous resterez dans votre tente. Ah bah non, oui. Surtout si vous ne parlez pas allemand et anglais. Oui, alors il y a quand même beaucoup de francophones. Il y a nos amis belges, nos amis suisses. Il y a des Allemands qui parlent français. Il y a des gens du Québec. Il y a des gens du monde entier qui viennent. Après, il y a assez à voir et à ressentir. Oui, rien que la balade vaut le coup. D'ambiance. Ok. Et donc, ça valait le coup ? Alors oui. oui. La phrase de conclusion, ça sera oui, ça valait le coup. On est très content parce que les retours des joueurs sont dithyrambiques. Hein. Tout le monde a été très positif dans l'expérience qu'il a vécue. Et puis nous, en tant qu'orga, on en est ressorti grandi d'avoir fait pour nous presque le gène parfait, quoi. On n'a eu aucune couille dans le potage, on n'a eu aucun blessé, la météo parfaite, la bouffe super, le déroulement incroyable, pas de retard, rien, une organisation au poil de fion, hein, on va parler vulgairement, le rangement qui s'est super bien passé, on n'a pas eu de casse matérielle, on n'a pas... Un GN parfait ? Est-ce oui. possible ? Après toutes ces années d'organisation, on a finalement réussi à en faire un. Faudra que tu reviennes avec un GN catastrophique, hein, parce que sinon, faut du drama un peu. Faut du drama. Bon, on réserve ça pour un prochain épisode, alors restez à l'écoute. Si tu avais, par rapport à ce jeu, un petit conseil à apporter aux orgas, de manière tout à fait modeste, aux futurs orgas, ou même aux orgas, même à moi, qui suis un peu orga de temps en temps, par rapport à ce jeu, qu'est-ce que tu as appris quelque chose, ou il y a une manière de faire qui a été particulièrement réussie ? Alors, comme je l'ai déjà dit, ce format GN village, enfin GN communautaire, entre guillemets, est un excellent format si vous voulez que vos joueurs aient le maximum d'interaction entre eux. Ouais. De ne pas faire venir les joueurs de factions différentes et d'antagonistes à l'intérieur du jeu permet à ce que tout le monde se rassemble, tout le monde se parle, tout le monde échange et tout le monde propose un jeu à tout le monde. Quand vous avez un GN avec des factions antagonistes, vous vous attendez à ce que l'une des factions prenne le lead, tire toute la couverture vers lui, rafle les objectifs, etc. Ouais. Vous êtes sur un GN un peu PVP. Ce n'est pas un GN qui va plaire à... Alors il y a un public pour ça, hein, mais ce n'est pas un GN qui est garanti de réussir. Un GN PVE, donc PJ versus environnement, donc... a beaucoup plus de chances d'aboutir de façon fair play et correcte, puisque les joueurs ne sont pas en compétition entre eux, ils sont en compétition pour résoudre votre scénario. Ils sont en compétition avec eux-mêmes. Ils sont en compétition avec eux-mêmes, et donc s'ils n'y arrivent pas, c'est leur faute. et vous n'y êtes pour rien. C'est jamais la faute des orgas. Alors, il faut savoir que je comprends de plus en plus les gens qui font des GN à casting, puisqu'il est vrai qu'un bon GN, moi en tant que PJ, j'ai participé en tant que PJ à plus de 150 événements, et en tant que PJ, j'ai pu remarquer qu'un bon GN était fait à 80% par les joueurs, et pas par les orgas. Si vous avez passé un mauvais jeu, essayez de faire un petit peu le point sur vous-même et ce qui s'est passé autour de vous, et vous vous rendrez compte que 80% du temps, la plupart du jeu du mauvais jeu que vous avez pu avoir est à cause des autres joueurs et pas à cause des orgas. Les orgas sont la plupart du temps dans une dynamique de bien faire. Alors la plupart du temps. Voilà, dans une dynamique volontaire et dans une dynamique de vous apporter un divertissement. Oui, alors pour avoir vécu des fois certains jeux où malheureusement les orgas n'ont pas fait leur boulot. Alors après, moi depuis quelques années maintenant, j'ai enfin mis des mots sur la façon que j'ai de jouer, qui est la version Play Toulouse. Ouais. Ça te parle ?
Bah oui, Voilà. pour avoir été brûlé 3 fois. Voilà. Souviens-toi quand on faisait les familles de demeurés sur Les tirs. sur des gènes un peu Medfan, où on n'était Ouais. pas du tout là pour sauver le monde, nous on était Non. là pour soigner notre grand-mère, où on était là pour voilà, et on se mettait nous-mêmes des bâtons dans les roues pour ne pas réussir nos quêtes, et ça nous donnait du jeu, ça donnait du jeu à d'autres. Voilà, jouer des super-héros qui sauvent le GN, c'était rigolo au début quand on était ado, maintenant ça l'est plus. Maintenant on est plus sur un jeu Play to Lose, et quand vous êtes dans une dynamique de Play to Lose, vous n'êtes pas dans une dynamique de nuire aux autres lorsque vous faites des interactions. Vous êtes dans une dynamique de vous nuire à vous-même, Ouais. mais de votre propre chef. Du coup, vous ne pouvez pas être surpris de quoi que ce soit. Alors je suis d'accord, mais moi qui donc j'organise à petite échelle, hein, attention, mais le travail que je fournis, j'aime le retrouver sur un jeu. Et si je le retrouve pas, et si je retrouve zéro travail de la part des orgas, je peux vite me mettre dans un état, une spirale descendante De sel, de sel, pratique oui, de sel. mais surtout d'inertie en fait. Oui, on est d'accord. Et Après, quand je parle de Play to Lose, je ne parle pas de sabotage. Hein. Le but du jeu n'est pas de saboter le travail des non, moi je orgas sabote pas, mais en jetant les objets de jeu dans les douves. Hein. Je rentre dans une inertie et c'est là que le sel intervient et c'est chiant pour tout le monde. Oui, c'est chiant on est pour d'accord. moi, c'est chiant pour les autres, On est d'accord. c'est chiant pour les orgas. Et de toute manière, si les joueurs réagissent favorablement à ce que les orgas proposent, les orgas vont être motivés et vont de ce fait continuer à proposer, etc. Et c'est un cercle vertueux finalement. Alors, les PJ font le jeu, mais je pense qu'il y a quand même une étincelle qui doit être apportée par les orgas. Tout à fait, il y a le démarrage qui doit Ouais, être important. il y Il faut absolument soigner l'avant-jeu. Voilà, il faut absolument soigner l'avant-jeu pour savoir où est-ce que les PJ vont mettre les pieds. Voilà. Il est Le contexte. le bien contexte, qu'on- voilà, ouais. de bien tout définir avant, les règles du jeu, ce que sera le jeu, ce que ne sera pas le jeu, ne surtout pas négliger la note d'intention, c'est très important, histoire que Oui. vos joueurs soient déjà calibrés sur ce qu'ils peuvent attendre de votre jeu. Oui. Et puis une fois que vous avez tout ça, le démarrage de jeu est très important. La fin de jeu est à soigner également. J'ai vécu beaucoup trop de jeux où en plein milieu d'une scène d'une intensité rare, les orgas annoncent fin du jeu, alors que nous étions encore en train de jouer et nous avions encore plein de choses à faire. Il n'y a rien de plus frustrant. Il faut soigner le début du jeu, il faut soigner la fin du jeu. Et Ouais. tout le milieu, normalement, devrait découler correctement des PJ si vous leur avez donné toutes Normalement, les cartes en évidemment, main. hein. Si vous leur Ça se avez passe donné les jamais, cartes en main, bien sûr. Après, un orga est un être humain. Oui, non, mais bien sûr, il On fait des erreurs. peut hein. toujours y avoir des ratés. Mais Évidemment. voilà, si déjà vous respectez ces quelques principes de base, vous vous assurez d'un pourcentage de réussite assez élevé. Ok. Des remerciements pour quelqu'un Ben moi, je remercie déjà toi de m'avoir invité. Hein, merci encore Merci. d'avoir merci. pu m'exprimer De rien. sur ce jeu qui me tenait à cœur. Je remercie bien évidemment toute ma team Orga, Sarah, ma femme, pour m'avoir supporté sur toutes les organisations de tous ces jeux. Tous mes collègues Orga et d'Orga qui étaient pas forcément là sur l'écriture mais qui étaient présents sur le terrain. On oublie à quel point d'avoir des Orgas sur le terrain c'est le plus important parce que c'est le jour même que tout se joue finalement. Hein, même si vous avez écrit comme un malade des centaines et des centaines et des centaines d'histoires la veille, si vous n'avez personne pour les mettre en lumière, eh bien ça n'arrivera jamais. Donc je remercie encore une fois toutes les personnes qui nous ont aidés, apporté du soutien, prêté des costumes, qui ont donné de leur temps en PNJ, Eiffel qui a immortalisé tout ça en photo, je le remercierai jamais assez, je suis un très grand fan de son travail. Et puis, moi aussi. Et puis tous nos joueurs hein, qui viennent avec beaucoup de bonne humeur et beaucoup de... Et de son fils. Voilà, et de son fils maintenant Rodrigue qui fait également des photos. Voilà, tous nos joueurs qui viennent avec beaucoup de bonne humeur sur nos jeux, qui continuent à venir malgré toutes ces années qui passent. On a quand même des joueurs fidèles et ça fait plaisir. C'est un peu la preuve que on a un petit peu de qualité sur ce qu'on propose. On est que des bénévoles, faut le rappeler. Oui. C'est pas notre métier d'organiser des événements grandeur nature et on fait ça avec notre cœur, on fait ça avec notre passion. Donc on remercie encore tous les gens d'être fidèles à ce qu'on fait et de nous apporter beaucoup de joie et voilà. J'ai rien de plus à rajouter. J'en ai déjà dit beaucoup. Hein. Je parle C'est beaucoup déjà quand même, pas hein. mal. Je parle beaucoup. Hein. Ah, mais c'est chouette, c'est chouette. Eh bien, merci Alexandre. Merci, le JF. fautif. Merci JF Et eh bien, à bientôt pour d'autres aventures. pour d'autres aventures, à bientôt. Salut. J'ai eu mon compte d'idiotie pour la soirée, bonne nuit. Maintenant, si ça vous dérange pas, je vais me coucher avant que l'un de vous ait encore une brillante idée pour nous faire tuer. Ou pire, nous faire expulser.